Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est François Proulx. Je suis professeur, comme vous le savez, associé à la recherche, à la chaire de recherche CRSNG sur l'eau potable de l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec avec la communauté métropolitaine de Québec à titre de spécialiste en eau potable. Je tiens aussi à souligner, je ne sais pas si il était avec nous, mais il va arriver un petit peu en retard, Manuel Rodriguez, titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Cette cinquième visioconférence de la programmation de l'hiver et du printemps 2021 qui devrait se poursuivre jusqu'au 9 juin prochain. Avant de commencer, les règles habituelles, donc je vous demanderai de garder votre caméra et votre micro fermés durant toute la conférence pour faciliter le travail de notre conférencière. À la fin de la conférence, qui devrait durer entre 30 et 35 minutes, on va prendre les questions des participants et participantes. À ce moment-là, je vous demande d'utiliser la fonction clavardage de Zoom pour inscrire votre question, ou vous pouvez aussi me demander de prendre la parole sur l'outil clavardage, puis je vais vous donner la parole. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à cette journée internationale de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel d'avoir une rencontre le lundi. Donc, aujourd'hui, c'est cette journée qui a été décrétée par l'ONU. Pour prendre conscience de cette ressource qui est vitale pour nous et l'écosystème qui nous fait vivre. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Isabelle Lavoie. Isabelle a une formation en agronomie à l'Université Laval. Elle y a développé son intérêt pour la problématique de l'eutrophisation des cours d'eau en région agricole. Par la suite, elle a obtenu une maîtrise en limnologie au département de biologie de l'Université Laval, où elle a étudié les effets de l'enrichissement de nutriments sur les communautés algales des cours d'eau agricoles. Elle a continué sur le même sujet au doctorat à l'Université de Trent, en Ontario. Elle a notamment développé des nouveaux outils de biosuivi de l'intégrité biologique des cours d'eau en région agricole et urbaine. Elle a ensuite fait un premier stage postdoctoral à l'Université du Québec à Trois-Rivières, suivi d'un deuxième à l'INRS ETE. Elle a par la suite travaillé comme associée de recherche, toujours à l'INRS, dans l'équipe de Claude Fortin. Elle a travaillé sur la contamination par les métaux en région minière, tout en gardant un fort intérêt pour la dégradation des cours d'eau agricoles et urbains. Elle est maintenant professeure à l'INRS ETE et son programme de recherche est axé sur le développement d'outils pour le suivi des cours d'eau. Son champ d'intérêt s'est élargi à d'autres organismes que les algues et inclut également plusieurs types de descripteurs biologiques. Le titre de la conférence d'Isabelle aujourd'hui est « Bassin d'orage et services écosystémiques ». Donc, à toi la parole, Isabelle. Okay, merci. Merci pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de bassin d'orage et de services écosystémiques et ça fait partie d'un projet CRSNG qui porte sur la protection des sources d'eau potable en milieu urbain. Et ce projet CRSNG est en collaboration avec la Ville de Québec, la Ville de Trois-Rivières. Il y avait aussi l'organisme Agiro et le GRIL qui étaient impliqués. Et il y a des professeurs de 3 universités qui font partie, là, qui sont collaborateurs dans ce projet. Donc, l'INRS, bien sûr, l'Université Laval et l'UQTR. Et aujourd'hui, puisqu'on va parler de bassin d'orage, je vais vous parler particulièrement des axes de recherche de ce projet-là qui portaient vraiment spécifiquement sur les bassins d'orage. Donc, il y avait un axe sur l'évaluation des charges de polluants retenus et les effets sur les milieux récepteurs, donc les polluants retenus dans ces bassins d'orage. Aussi une partie sur l'évaluation de la biodiversité dans les bassins d'orage et finalement sur un axe de recherche sur l'évaluation de l'intérêt ou des préférences de la population pour les bassins d'orage. Je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de faire une petite pub pour un article que j'ai publié avec une de mes amies il y a quelques années sur les écosystèmes aquatiques créés par l'homme, créés de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Et on a inventé un magnifique mot pour les décrire. On les appelle les anthropohydrocosmes. Et dans cet article-là, c'est particulièrement une discussion ou un article d'opinion sur l'intérêt, quand même, les valeurs écosystémiques de ces écosystèmes qui sont pas naturels, qui sont construits par l'homme, mais quand même qui ont vraiment une importance
significatives et on parle un peu de la nécessité de mieux les comprendre, de les étudier pour pouvoir finalement mieux être capable de les valoriser. Bon, puisque la conférence parle de services écosystémiques, j'ai cru bon de faire un petit rappel. Alors, les services écosystémiques, on peut les diviser en 4 catégories. Les services d'approvisionnement, qui sont finalement les plus faciles à comprendre et à quantifier. Donc, ça peut être, c'est des produits qui sont obtenus des écosystèmes. Donc, ça peut être de l'eau potable, de la pêche, de l'énergie. Il y a ensuite les services de régulation, qui sont les bénéfices obtenus par la régulation des processus, comme la régulation du climat, la prévention des inondations. Ça, c'est typique pour un bon exemple pour notre présentation sur les bassins d'orage, mais ça peut aussi être la régulation des îlots de chaleur, des choses comme ça. Les services culturels, un peu plus difficiles à comprendre, c'est pas très tangible, c'est les bénéfices immatériels, donc l'éducation, l'aspect récréatif ou spirituel d'un écosystème. Par exemple, des gens qui vont faire de l'exercice dans un parc ou des enfants qui vont aller en sortie scolaire près d'un étang pour faire la connaissance des organismes aquatiques. Et finalement, vous avez les services de support qui sont vraiment les services nécessaires à la production de tous les autres services écosystémiques. Donc, sans les services de support, les autres services écosystémiques ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, la production primaire, le recyclage des nutriments et, selon moi, le plus important, la diversité, la biodiversité, parce que sans ça, les autres services n'existent pas. Alors, si on revient particulièrement au sujet de nos bassins d'orage, leur service écosystémique principal, c'est la prévention des inondations. Donc, ce sont vraiment des infrastructures urbaines construites avec la mission première de faire la gestion des eaux pluviales. Mais en bonus, on peut aussi avoir plein d'autres services écosystémiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 autres types de services, dont un service de régulation. Donc, en plus de gérer et de capter les eaux de pluie, ces bassins-là ont quand même un certain potentiel à retenir une quantité de polluants. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ils offrent aussi les services culturels parce que dans bien des cas, ces bassins d'orage sont assez jolis. C'est intéressant de pouvoir aller s'asseoir sur un banc de parc pour observer la flore et la faune qu'il y a dans ces bassins. Et finalement, on va parler des services, la biodiversité. Donc, ces bassins d'orage abritent quand même une grande biodiversité qui est très intéressante, particulièrement en milieu urbain. Alors, le premier axe, c'est la partie sur l'hydrologie et la rétention des polluants. Donc, je vous présente Kelly, qui est en train de terminer sa maîtrise. Elle est en rédaction de son mémoire. Alors, si vous avez des questions sur la partie plus hydrologie, ce sera à elle peut-être de venir à mon secours là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas très bien. Alors, pour son projet, Kelly a sélectionné 3 bassins. Il y en avait un à Trois-Rivières, qui est un bassin de rétention sec, donc sec dans la grande majorité du temps, sauf pour ce qui est d'une espèce de petit chenal qui a été construit au centre, là, en pierre. Donc, il y a toujours un écoulement, là, même en temps sec, il y a un petit écoulement dans ce ruisseau construit. C'est un bassin de grande taille avec peu de végétation en quartier résidentiel. Ensuite, à Québec, il y avait un bassin dans la région de Val-Bélair qui est aussi un bassin de rétention sec, mais vous pouvez voir au centre, il y a un petit ruisseau, une petite rigole quand même qui coule là, dans ce bassin, qui est un bassin de petite taille avec beaucoup de végétation, en quartier résidentiel également. Et finalement, il y a un 3e bassin qui a été sélectionné, qui est un bassin à retenue permanente de grande taille en zone commerciale. C'est le bassin qui se trouve à être proche du IKEA, là, dans la zone, dans la région de Cap-Rouge, dans le quartier de Cap-Rouge, près de l'autoroute. Donc, il y a sûrement plusieurs personnes qui l'avaient déjà vu. Alors, pour ces 3 bassins, il a fallu faire de l'instrumentation pour pouvoir mesurer la pluie, les débits entrants et sortants. Alors, il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été installés, pluviomètres, débitmètres, déversoirs, qui vont permettre ensuite le calage et la validation de modèles SWIM et la simulation à long terme dans SWIM. Donc, je passe très vite là-dessus parce que ce n'est pas du tout là, dans mon champ d'expertise. Alors, si vous avez des questions sur la modélisation hydrologique, vous pourrez poser des questions à Kelly.
Mais ici, c'est important de mentionner que, étant donné qu'il y a toute cette logistique d'instrumentation, d'aller placer les instruments, il y a 3 bassins qui ont été suivis. C'était difficile d'en choisir plus pour cette étude-là. Puis on s'entend que l'idée ici, c'est de suivre les pluies. Donc, il y avait beaucoup d'échantillonnage, des échantillons d'eau qui étaient prélevés généralement en temps de pluie. On l'a aussi fait en temps sec. Et on s'entend que quand il pleut à Val-Bélair, souvent il pleut en même temps à Cap-Rouge. Donc, il y avait quand même pas mal de logistique de ce côté-là avec des équipes qui devaient se séparer pour pouvoir faire un peu le suivi en même temps. Et aussi, quand il pleut à Trois-Rivières, c'est pas long, quelques heures, puis il pleut aussi généralement à Québec. Donc, c'était très difficile d'ajouter plus de bassins pour le suivi de l'hydrologie. Ensuite, il y a un aspect de physico-chimie dans le projet de Kelly, c'est-à-dire qu'il y a des échantillons, comme je disais, d'eau qui ont été pris à l'entrée et à la sortie des bassins d'orage, généralement en temps de pluie, parce que c'était ça l'idée, de faire des échantillons intégrés pendant la pluie, mais ça a aussi été fait en temps sec. On avait plusieurs variables qui ont été mesurées, entre autres les matières en suspension, les nutriments, les métaux, les hydrocarbures. Et l'idée après, c'est de pouvoir aller mettre ça en relation avec les variables hydrologiques et au final, de pouvoir être capable de calculer des charges. Je vous présente seulement quelques résultats là, parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer, mais voici les résultats pour les matières en suspension et pour le phosphore. Donc, vous avez les valeurs à l'entrée et à la sortie pour les 3 bassins. Donc, Trois-Rivières en rouge, Val-Bélair en vert et Cap-Rouge, le bassin près du IKEA en bleu. Vous pouvez voir que pour Trois-Rivières, il y a deux entrées. C'est seulement parce qu'effectivement, il y avait 2 entrées pour ce bassin d'orage. Et vous pouvez voir que les tendances sont quand même similaires où on a une réduction des matières en suspension ou du phosphore à la sortie des bassins d'orage. C'est peut-être un peu moins clair pour ce qui est du bassin de Val-Bélair, qui était le bassin avec beaucoup de végétation, ce qui est un peu étonnant. Et c'était très marqué pour le bassin en retenue d'eau permanente. Ensuite, il semble y avoir un apport de chlorure là, suite au passage de l'eau dans ces bassins d'orage. Et ça, c'était particulièrement marqué pour le bassin en retenue d'eau permanente près du IKEA. Même qu'à l'entrée, les chlorures étaient aussi quand même plus importants que pour les autres milieux étudiés. Ce qui n'est peut-être pas surprenant parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bassin du IKEA, je vais prendre mon pointeur. Voilà. Le bassin du IKEA, vous avez ici là, le grand stationnement du IKEA. Vous avez aussi le stationnement du Décathlon. Vous avez des routes. Alors, il est possible qu'il y ait énormément de sels de voirie qui sont utilisés là, dans ces milieux-là, ce qui pourrait expliquer la concentration plus élevée en chlorure. Et ensuite, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, vous avez ici le bassin d'orage qui a été étudié. Ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que c'est un bassin de quand même assez grande taille et il y a beaucoup d'évaporation, ce qui fait que même en temps de pluie, il y a de l'eau qui rentre, mais il n'y a pas toujours de l'eau qui sort de l'autre côté. Donc, il est possible qu'il y ait une concentration là, avec l'évaporation, une concentration des chlorures dans ce bassin-là. Maintenant, je vais passer tout de suite à un autre volet du projet de Kelly qui était de suivre un peu les effets des effluents de bassins d'orage sur le milieu récepteur. Et là, l'idée, c'était d'échantillonner en amont et en aval des bassins d'orage pour voir s'il y avait un effet de ces effluents. Et parce que c'est difficile de suivre la physico-chimie régulièrement pour tenir compte de la variabilité, on s'est tourné vers un bioindicateur parce que, comme vous savez, les bioindicateurs, les organismes vivent de façon permanente dans le cours d'eau, ce qui fait qu'ils sont un peu des organismes intégrateurs de toute la variabilité qu'il peut y avoir dans la qualité de l'eau. Et pour cette étude, on a utilisé les algues, parce que j'ai un petit parti pris pour ce bioindicateur. Donc, on a échantillonné les algues en amont, donc dans ce secteur-ci, en amont et en aval. Et vous avez ici la flèche qui montre la sortie du bassin. Dans ce cas-ci, c'était le bassin du IKEA. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas toujours de l'eau qui sort même en temps de pluie.
Alors, je vous disais qu'on avait utilisé les algues comme bioindicateurs, mais pas toutes les algues. On a utilisé spécifiquement les diatomées pour pouvoir utiliser l'indice diatomée de l'Est du Canada, qu'on appelle l'IDEC. Et la particularité des diatomées, c'est d'avoir une coquille de vitre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on fait l'échantillonnage des algues, donc l'espèce de couche gluante sur les cailloux, qu'on a sélectionné en amont et en aval des bassins d'orage, de la sortie d'eau des bassins d'orage. L'idée, c'est de faire une digestion de ces échantillons-là pour garder uniquement la coquille de vitre des diatomées. Et cette coquille-là a beaucoup de détails qui nous permettent de les identifier généralement à l'espèce. Alors, l'indice IDEC, c'est basé sur les espèces qu'on retrouve dans les milieux. Et c'est un indice qui varie de 0 à 100, 0 étant les mauvaises conditions et 100 étant les meilleures conditions de la qualité de l'eau pour les diatomées. Je vous ai mis ensuite en dessous une carte des valeurs de l'indice IDEC qui sont sur l'Atlas de l'eau du ministère de l'Environnement. Donc, j'ai mis ça pour vous montrer que l'indice IDEC, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui était utilisé seulement dans le cadre de ce projet-là, mais c'est un outil qui est de plus en plus utilisé pour évaluer la qualité de l'eau des rivières du Québec. Alors ici, on a fait l'amont et l'aval des 3 bassins qui ont été suivis par Kelly. Alors, on les a fait plus d'une fois. Il y a l'amont et l'aval qui ont été échantillonnés plusieurs fois. Ce n'est pas tous les échantillons qui ont été traités pour l'instant, mais je vous présente les résultats préliminaires. Donc, on a quand même la majeure partie de nos échantillons qui ont été analysés. Alors aussi, vous avez pour les 3 bassins, comme je vous disais, que Kelly a suivis, mais on s'est aussi dit qu'il serait intéressant d'ajouter d'autres bassins d'orage parce que ce n'est pas parce que Kelly n'a pas pu les suivre d'un point de vue hydrologie puis un point de vue physico-chimie qu'on ne peut pas faire un suivi de l'effet de ces effluents-là amont-aval. Donc, on a sélectionné d'autres bassins d'orage qu'on n'avait pas étudié dans le projet de Kelly, mais où on a fait un échantillonnage d'algues en amont et en aval. Et on s'est aussi dit que ce serait intéressant de comparer ça avec des endroits où il n'y a pas de bassin d'orage et où il y a l'égout pluvial qui se jette directement dans le milieu récepteur. Donc, vous avez un exemple ici d'un ruisseau, ce n'est pas très gros, un petit ruisseau. Et vous avez ici, on voit très bien là, le panache, on voit l'apport du pluvial qui arrive dans le milieu récepteur. Alors ici, je ne voulais pas nécessairement vous montrer les différences amont-aval parce que c'est un peu difficile à suivre. Je vais vous le montrer dans une diapo un peu plus loin où on voit vraiment les différences d'IDEC. Ici, je voulais attirer votre attention sur le nombre d'échantillons qu'on a pour faire le suivi amont-aval, soit avec bassin d'orage, soit sans bassin d'orage. Et je voulais attirer votre attention sur les valeurs de qualité de l'eau selon les diatomées, donc selon l'IDEC. Et vous pouvez voir que de façon générale, c'est très, très moyen là, dans les petits ruisseaux et rivières qu'on a échantillonnés, toutes principalement dans la ville de Québec, mais on a un site quand même à Trois-Rivières. Vous pouvez voir que généralement, là, on tourne autour d'une valeur de 30 à 50. Donc, on se trouve vraiment dans les valeurs très moyennes pour ce qui est de l'intégrité biologique là, selon l'IDEC. Maintenant, c'est ici que c'est plus facile de le visualiser. Donc, j'ai fait la différence, le delta IDEC entre l'amont et l'aval. Donc, ça montre vraiment la différence amont-aval. Lorsqu'on se trouve dans les valeurs positives, on a une amélioration de la qualité de l'eau, selon l'IDEC toujours. Lorsque on a l'arrivée d'eau, soit du bassin d'orage ou soit de l'égout pluvial, ou lorsqu'on est dans les valeurs négatives, on a une dégradation de la qualité de l'eau. Et la zone en gris, c'est un peu la zone où on tourne autour de la valeur de l'erreur de l'IDEC. Donc, tout ce qui est en gris, je pense qu'il ne faudrait pas trop en tenir compte parce qu'il y a quand même une certaine variabilité autour de la valeur de l'IDEC. Alors, c'est intéressant de voir ici que pour les deux fois qu'on a fait de l'échantillonnage au bassin de Trois-Rivières, on a eu une amélioration de la qualité de l'eau en aval de l'arrivée du bassin d'orage. C'est peut-être pas surprenant parce que le petit ruisseau récepteur, c'est vraiment minuscule et c'est un ruisseau qui est déjà pas tellement de bonne qualité. Donc, l'arrivée d'eau du bassin d'orage de Trois-Rivières fait comme une espèce d'effet de dilution et pourrait justement améliorer la qualité de l'eau. Il faut dire aussi que ce bassin-là, même en temps sec, il y a un certain écoulement. Donc, il y a
potentiellement là, une infiltration d'eau souterraine de meilleure qualité qui vient, si on veut, diluer le milieu récepteur. On a un peu la même situation qui arrive à ce site qui, je crois, est la rivière des Roches. Donc, vous avez le milieu récepteur qui est la rivière des Roches qui est fortement amélioré là, en termes d'intégrité biologique avec l'arrivée d'eau du bassin d'orage des Manitobains, si je ne me trompe pas. Et ça, on a un peu la même situation qu'à Trois-Rivières. Je vous ai mis ici une vidéo. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà. Donc, vous avez ici l'arrivée d'eau du bassin des Manitobains. Et c'est en temps sec. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un bon débit d'eau. Et ça arrive dans la rivière des Roches, qui n'est pas vraiment une très, très grosse rivière. Alors, il semble qu'il y ait quand même un effet de dilution de ce bassin d'orage qui coule même en temps sec, là, donc probablement une arrivée d'eau souterraine aussi ou le milieu naturel quelconque. Et ça a un effet de dilution sur les échantillons d'algues qui ont été récoltés en aval. Alors ça, c'était intéressant de voir que quand même, dans la majorité des cas, là, à part dans ces deux exemples-ci, dans la majorité des cas, il ne semble pas y avoir vraiment d'effet de l'eau des bassins d'orage sur le milieu récepteur ou quand il y a un effet, généralement, c'est un effet où on a une amélioration de la qualité de l'eau. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est pour les sites qu'on a sélectionnés où il n'y avait pas de bassin d'orage, où on avait vraiment un suivi qui était fait à mont-aval d'un tuyau pluvial. Et vous pouvez voir que systématiquement, là, on a une dégradation de la qualité de l'eau en aval. Donc ça, c'était intéressant. Puis, je pense que ça vaut la peine là, cet été de continuer l'échantillonnage pour aller chercher des sites additionnels pour voir si on a encore les mêmes tendances. Alors maintenant, si on passe à un autre axe de recherche de ce projet qui était d'évaluer la biodiversité en milieu urbain dans ces bassins d'orage. Alors, c'est le projet de maîtrise de Mathis Petit-Prost. Mathis qui maintenant est en voie de passage au doctorat parce que son projet a pris de l'ampleur et on a des résultats très intéressants. Donc, on continue pour le prochain été, peut-être même l'autre d'après. Alors, pour son étude, Mathis a sélectionné 54 bassins, 47 à Québec et 7 à Trois-Rivières. Et les bassins ont été catégorisés là, en bassins engazonnés, donc simplement un bassin sec qui est en herbe et qui est entretenu de façon régulière. Ensuite, les bassins végétalisés humides, donc ça ressemble à une espèce de milieu humide naturel avec parfois, là, au centre, une petite étendue d'eau qui reste là de façon relativement permanente. Ensuite, vous avez les bassins végétalisés avec écoulement. Donc, c'est très similaire aux bassins végétalisés humides, mais il y a quand même une espèce de tracé d'écoulement d'eau qui s'est fait. Donc, c'est comme s'il y avait une petite rivière là, qui traverse le bassin. Et finalement, les bassins en eau permanente qui sont comme, un peu comme un étang. Alors, ses objectifs de recherche étaient d'évaluer la biodiversité des plantes et des insectes. Ça, c'était pour sa maîtrise, mais ça s'est étiré à amphibiens et oiseaux. Alors, c'est ça un peu la raison du passage au doctorat, entre autres. Ensuite, il y avait comme objectif d'évaluer l'influence de facteurs environnementaux locaux sur la composition des communautés présentes dans les bassins. Donc, est-ce qu'il y avait, par exemple, un effet de la proximité à un milieu naturel, à une forêt ou à une rivière? Est-ce qu'il y a un effet de la densité, si on veut, de développement dans le milieu urbain, dans le quartier résidentiel? Ensuite, on voulait déterminer si les différents types de bassins influençaient la biodiversité et la composition des communautés qu'on y retrouve. Et finalement, c'était de faire des espèces de relations entre la composition des plantes, des invertébrés, des amphibiens et des oiseaux. Ici, très rapidement, je vous montre la distribution la dispersion des sites d'échantillonnage. Donc, vous avez dans la carte là, de droite, c'est Québec. Alors, vous pouvez voir qu'on a quand même une bonne dispersion des sites d'échantillonnage sur le territoire. Et comment ça fonctionnait? Bien, pour ces 54 bassins,
Mathis devait premièrement établir des communautés de végétation, parce que ça, c'était important ensuite pour faire les quadras d'échantillonnage. Donc, il y avait 4 communautés de végétation qui ont été ciblées, soit le talus, donc ça, c'est autour du bassin. Ce n'est pas tout à fait le bassin de rétention, le bassin d'orage lui-même, mais ça fait quand même partie du bassin d'orage. Ensuite, il y avait la prairie sèche, la prairie humide et la zone aquatique. Donc, ce n'est pas tous les bassins qui ont nécessairement ces 4 communautés végétales. Et ensuite, une fois que les communautés végétales étaient établies pour chacun des bassins, c'était d'aller faire 3 quadras de façon aléatoire pour pouvoir ensuite aller identifier à l'espèce les plantes qu'on retrouve dans ces quadras. Ensuite, il y avait la partie sur les insectes. J'ai appelé ça les insectes, mais en fait, c'est les invertébrés en général parce qu'il n'y a pas que des insectes. Et ça fonctionnait aussi par communauté de végétation, mais au lieu d'ensuite d'aller faire des quadras, c'était des coups de filet, 3 coups de filet de 20 secondes pour aller chercher les insectes. Pour ça, il y a 28 des 54 bassins qui ont été suivis pour des questions de logistique et d'ampleur de temps à passer au laboratoire pour le tri et l'identification. Pour faire l'échantillonnage des plantes, encore, ça peut aller plus ou moins dans n'importe quelle condition environnementale, mais pour les insectes, c'est plus compliqué. Il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Donc, on avait quand même des limites de ce côté-là. Puis on avait aussi beaucoup de limites là, côté identification. Donc, vous avez ici un exemple dans les boîtes de pétri d'un échantillon d'invertébrés. Alors, vous pouvez voir l'ampleur du travail là, pour trier et identifier tout ça. Puis on avait aussi une limite dans l'expertise d'identification des invertébrés. Donc, on a pu aller, dans ce cas-ci, seulement à la famille. Alors, ici aussi, je vais vous présenter seulement quelques résultats là, parce que faute de temps. Mais je voulais vous présenter ici la diversité alpha selon les différents types de bassins pour les plantes et les invertébrés. Donc, à gauche, vous pouvez voir pour les plantes qu'il y a quand même une différence dans la diversité selon le type de bassin qui était étudié. Alors, vous pouvez voir que les bassins engazonnés ont une diversité plus faible en plantes. Ce n'est pas surprenant, c'est principalement de l'herbe entretenue régulièrement, alors que les autres bassins ont une diversité plus importante. Et vous avez les bassins humides avec chenal qui se trouvent un peu intermédiaire, une position intermédiaire entre le bassin humide et le bassin en eau permanente. Par contre, pour les invertébrés, on n'a pas vu de différence significative dans la diversité alpha. Il est possible que ce résultat soit en lien avec le fait qu'on ait pu identifier seulement jusqu'à la famille. Donc, peut-être que si on avait pu identifier avec un niveau taxonomique, une résolution taxonomique meilleure, peut-être qu'on aurait eu une différence, mais peut-être pas non plus. Ensuite, si on regarde au niveau des assemblages, donc quels assemblages d'espèces on retrouve ou quels assemblages de familles pour les invertébrés on peut retrouver, on peut voir ici que dans les 2 cas, les bassins engazonnés ont des assemblages qui sont distincts. Et on peut aussi voir que les bassins en eau permanente se distinguent aussi, là, qui sont significativement différentes, que ce soit pour les plantes ou les invertébrés. Alors que les bassins humides, avec ou sans petit chenal, sans écoulement de petites rivières, sont plutôt similaires en termes d'assemblage de plantes et d'invertébrés. Donc, le type d'aménagement va venir influencer les assemblages de plantes ou d'invertébrés. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est un peu l'étendue de l'ellipse autour des différents groupes. Donc, vous pouvez voir que les bassins engazonnés, on a une ellipse qui est plus petite, ce qui veut dire qu'entre eux, tous les bassins engazonnés se ressemblent, du moins se ressemblent plus que, par exemple, les bassins humides avec des ellipses plus grands, ce qui veut dire que les assemblages d'un bassin humide peuvent être très différents des assemblages d'un autre bassin humide. Maintenant, sans trop de surprise, il y a une relation entre les assemblages de plantes et d'insectes. Donc, pour une certaine composition de plantes, il y a des familles d'insectes qui sont spécifiques, comme par exemple, les espèces mellifères vont attirer les hyménoptères et les lépidoptères, alors que les plantes aquatiques vont surtout attirer les libellules, les demoiselles et les moustiques. Donc, il y a vraiment une relation entre ces 2 matrices.
Maintenant, on s'est aussi intéressé aux oiseaux qui vont venir visiter ces bassins d'orage. Alors pour ça, on ne s'est pas on ne s'est pas tourné vers une approche où on va aller visuellement voir les oiseaux, ce qui aurait été très difficile vu le nombre de bassins étudiés, mais on a plutôt utilisé des capteurs. Donc, c'est simplement une petite clé USB avec un bouton qui s'active et qui va faire de l'enregistrement sur une période d'environ 15 heures. Alors, on allait placer ces enregistreurs-là en fin d'après-midi et on les laissait là toute la nuit jusqu'au lendemain matin, ce qui nous permettait d'enregistrer les oiseaux de fin de journée puis les oiseaux très, très tôt le matin. Selon la taille du bassin, on allait poser 1, 2 ou 3 ou 4 capteurs. Donc, selon la taille et puis la forme des bassins. Et on a fait 2 tournées pour ça, en juin et en juillet. Et là, bien sûr, on avait 15 heures d'enregistrement par capteur. Des fois, on avait 4 capteurs par bassin. On a 54 bassins qu'on a fait 2 fois pendant l'été. Donc, c'était impossible de faire l'écoute de tous ces enregistrements. Alors, ça a plutôt été sur une approche d'écoute aléatoire de 5 minutes à certaines périodes pendant l'enregistrement. Et on a eu l'aide, en fait, c'est André Desrochers qui a tout fait l'écoute des oiseaux pour pouvoir les identifier. Donc, André Desrochers, qui est un professeur de l'Université Laval, qui s'était porté volontaire pour faire ça. Heureusement, parce que je pense que ni moi, ni Mathis, là, on est des experts en chant d'oiseaux. Et on espère pouvoir refaire ça aussi l'été prochain pour avoir encore une meilleure idée des espèces qu'on peut retrouver. Donc, vous avez ici rapidement là, une liste des oiseaux qui ont été identifiés par André. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que les capteurs, en plus d'enregistrer les chants d'oiseaux, ont aussi enregistré les chants de grenouilles. Donc, ça nous permettait d'avoir une idée à l'écoute des espèces de grenouilles qui se retrouvaient dans nos bassins. Et en parlant de grenouilles, il y a aussi l'aspect diversité des amphibiens dans ce projet-là. Et puisque les capteurs enregistraient les chants d'oiseaux, on a aussi les grenouilles en même temps, sauf que ça posait un problème pour les salamandres, parce que les salamandres, ça ne chante pas beaucoup. Donc, on a aussi utilisé l'approche d'ADN environnemental pour être capable de détecter les amphibiens, ce qui nous permettait aussi de pouvoir détecter les salamandres. Et ça nous permettait également de pouvoir faire une comparaison entre les 2 approches, ce qui était aussi intéressant. Alors, pour ça, pour l'ADN environnemental, il y a 23 bassins qui ont été suivis, donc 10 bassins en eau permanente et 10 bassins qui sont les bassins humides avec un écoulement d'eau de façon permanente. Et il y avait 6 espèces d'amphibiens qui ont été ciblées. Donc, c'était vraiment, on cherchait ces 6 espèces-là qui, selon Mathis, étaient les espèces qui avaient le potentiel de se retrouver dans ces milieux-là. Donc, c'est sur ça qu'on a fait le focus pour la partie ADN environnementale. Bon, ce tableau-là, c'est très difficile à lire, mais en gros, c'était une comparaison entre les espèces d'amphibiens détectées avec les capteurs de son et avec la méthode de l'ADN environnemental. Mais en gros, ce que ça donnait, c'est que comme résultat, comme on s'y attendait, là, il y a plus d'espèces qui ont été détectées avec l'approche d'ADN environnemental qu'avec l'approche des capteurs de son. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement surprenant. L'autre conclusion, c'est qu'il y a plus de diversité dans les bassins d'eau permanente que dans les bassins humides. Donc, ça non plus, ce n'est pas nécessairement un résultat qui était surprenant. Une des raisons aussi peut-être qu'on avait moins de diversité dans les bassins humides, c'est qu'on a fait l'échantillonnage après qu'il y a eu des temps quand même assez secs. Là. Donc, il y avait beaucoup de bassins, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau. C'est possible que ça a pu un peu jouer sur le suivi de l'ADN environnemental. Et c'est également une étude qu'on veut refaire cet été. Donc, possiblement, en tout cas, on espère presque d'avoir un temps plus pluvieux en début d'été pour pouvoir échantillonner plus de bassins d'orage cette année. Et possiblement espérer de retrouver là, les espèces dans plus d'endroits. Et vous avez ici une carte qui montre les espèces d'amphibiens qui ont été retrouvées dans les bassins qui ont été sélectionnés pour la partie sur l'ADN environnemental.
Finalement, le dernier axe, c'était sur l'appréciation des bassins d'orage par la population. Donc, l'idée ici, c'est de sonder un peu l'opinion des gens pour savoir si, de façon générale, les gens préfèrent un bassin engazonné sec, bien entretenu, où les gens peuvent aller jouer au ballon dans ces endroits-là quand c'est sec, ou d'un autre côté, un bassin plutôt sec, engazonné, avec des chemins pour pouvoir aller marcher ou avec un banc ou une table à pique-nique pour pouvoir en profiter. Ou est-ce que les gens préfèrent des milieux plutôt très naturels avec beaucoup, beaucoup de plantes où on peut aller observer les insectes, les plantes, les oiseaux? Ou finalement, est-ce que les gens préfèrent des milieux très aménagés et entretenus avec, bon, si vous avez en bas, dans les photos du bas, l'exemple avec la fontaine, vous avez la pergola, les tables à pique-nique, les jeux pour les enfants. Donc, quel type d'aménagement les gens préfèrent? Et ça, c'est une partie du projet bon, plutôt social qu'on n'a pas encore réalisé. On voulait commencer l'été passé, mais avec la pandémie, ce n'était pas tellement approprié parce qu'on a vraiment besoin d'aller voir les gens et parler avec les gens. Donc, François, je termine avec, je reviens avec mon mot sur les anthropo-hydrocosmes pour essayer de l'implanter dans la tête des gens pour que les gens utilisent notre nouveau terme. Donc, j'en profite ici pour revenir avec ce mot et expliquer que ce sont, oui, des bassins, des écosystèmes aquatiques créés de l'homme, mais que ces bassins-là nous offrent quand même des services écosystémiques et que c'est important de les faire connaître aux gens. C'est important aussi de les suivre puis de suivre un peu leur qualité. Même si c'est des infrastructures créées principalement pour gérer des inondations, oui, mais en même temps, il y a quand même possibilité de les aménager, de les construire et de les entretenir de façon à maximiser la possibilité d'avoir d'autres services écosystémiques. Donc, je pense que ça fait le tour de ma présentation et ça va me faire plaisir de prendre les questions. Il y a aussi Mathis et Kelly, qui sont les deux étudiants là, qui ont travaillé très fort sur ces projets-là, qui pourront répondre aux questions avec moi. Donc, merci beaucoup. Super intéressant, Isabelle. Donc, un projet vaste et détaillé. Je m'aperçois qu'il faut, c'est un travail de moine, en fait. Votre travail, souvent, c'est de longue haleine. J'imagine identifier, de mettre des micros sur les oreilles et écouter des oiseaux pendant plusieurs heures. Là. Je ne sais pas comment je ferais ça. Avant que les questions arrivent sur le chat, habituellement, les gens sont timides au début, donc je vais poser mes propres questions. Je vais en profiter. J'ai oublié de remercier, mais... excuse-moi. Non, mais j'ai oublié. Mais quand tu dis que c'est un travail de moine, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de stagiaires là, qui ont travaillé sur ce projet-là. Ah oui, on le devinait, on voyait bien avec tout le travail qui avait été fait, qu'il y avait beaucoup de données. Puis ben, je tiens aussi, parce que je vois la Ville de Québec, là, au début, ce projet-là, il a été en partie financé par la Ville de Québec, Ville de Trois-Rivières, parce qu'on avait un intérêt justement en protection de sources d'eau potable au début. Donc, parce que c'est quand on a des bassins d'eau qui font bien leur travail, mais ça améliore la qualité en bout de ligne de l'eau et puis pour l'eau potable. Donc, c'est le lien aujourd'hui que je fais entre les conférences d'achat de recherche en eau potable et ta conférence. Donc, tu parlais tout à l'heure de l'IDEC, puis il y a quelque chose qui m'a retenu, parce que tu parlais de la diversité des espèces. Donc, quand tu mesures des diatomées dans l'eau, donc tu regardes seulement la diversité, tu ne regardes rien d'autre que la diversité? Je ne regarde pas du tout la diversité. Je regarde quelles espèces sont présentes, mais ce n'est pas la diversité des espèces qui fait que que l'indice va être plus élevé ou plus faible. C'est vraiment lesquelles sont présentes et quelles sont leurs tolérances et leurs préférences environnementales. Donc, il y a des sites qui peuvent être très peu diversifiés en espèces de diatomées et ils peuvent avoir une très forte cote de l'IDEC. Ils pourraient en avoir plusieurs sortes aussi, mais qui sont toutes amochées par la présence de contaminants, par exemple. Exactement. OK, donc j'ai bien compris, parce que je me rappelais des discussions qu'on avait eues antérieurement, puis je voulais savoir si c'était ça. Mais c'est pas du tout un indice qui est basé sur la diversité, c'est vraiment basé sur les assemblages, qui est présent.
Ici, j'ai une question de Yves Briand. Est-ce que de tels bassins peuvent également servir pour recueillir l'eau de la fonte des neiges, notamment pour une résidence au pied d'une côte? Ben, sans être très je connais pas beaucoup les bassins d'orage en termes d'hydrologie, de fonctionnement, mais je pense que les bassins, oui, ils récupèrent les eaux de fonte de neige. C'est une de leurs utilités là, principales, oui. Oui, c'est ça, oui, effectivement, pour répondre, c'est que l'eau va de fonte des neiges, la grande partie va se ramasser en égout pluvial. Puis l'égout pluvial, en fait, son premier exutoire, ça va être le bassin d'orage. Habituellement, on va le recueillir là avant qu'il aille dans le cours d'eau le plus près. Pour ce qui est donc, Delphine de Pierre qui répond. Pour ce qui est des paramètres physico-chimiques, je n'ai pas eu le temps de bien regarder les graphiques. En bout de ligne, est-ce qu'on a une amélioration des MES, du phosphore et des ions chlorure entre l'amont et l'aval ou pas vraiment? Ben, là, on a étudié 3 bassins. C'est sûr qu'on n'en a pas étudié des tonnes. Ce qu'on a vu avec nos données, c'est que les MES, oui, c'était très efficace pour retenir les matières en suspension. Le phosphore aussi, pour 2 des bassins, il y en avait un qui semblait, pour une raison quelconque, moins efficace. À l'inverse, les chlorures, ça semble en ajouter à la sortie. Donc, on a plus de chlorure à la sortie qu'à l'entrée. Mais pour la plupart des autres variables qu'on a étudiées, de façon générale, il y en a moins à la sortie qu'à l'entrée. Je n'ai pas présenté les hydrocarbures parce que finalement, il y a quand même pas beaucoup d'hydrocarbures qu'on a pu détecter, mais quand on a réussi à les détecter, il y en avait effectivement moins à la sortie qu'à l'entrée. Il y a François Lajoie qui nous pose une question, un très beau projet, donc il partage ça. Moi aussi je partage ça avec lui. N'oublions pas que ces ouvrages anthropiques visent à compenser des modifications faites par l'humain, donc nivellement, infrastructure et autres, qui ont largement contribué à détériorer la qualité de l'eau et des habitats. Donc merci. C'était le but du projet, en fait, c'était de regarder si ces beaux bassins d'orage-là qu'on fait, est-ce que, un, ils font leur travail, puis deux, est-ce qu'ils améliorent la biodiversité en milieu urbain? Je pense qu'il y a une chose que je n'ai pas dite aussi en conclusion, j'ai oublié, mais je pense que quand on repense à ça, on voit que certains aménagements, certains types vont favoriser un type de service écosystémique, par exemple, la diversité. Un autre genre d'aménagement peut améliorer la rétention de contaminants. Un autre peut favoriser plutôt un type de plante ou plutôt un type d'insecte ou plutôt un type d'amphibien. Alors, je pense qu'une approche intéressante, ça pourrait être sans vouloir chercher le type de bassin qui va maximiser tout ça, c'est de les diversifier dans un développement. Absolument, oui. Ici, j'ai une petite question technique. Là. Donc, Marie-Ève de la Ville de Lévis me demande si la présentation va être disponible. Oui, toutes les présentations qu'on a le droit de diffuser. Il faut comprendre qu'il y a certaines présentations qui font l'objet des fois d'une conférence ou d'une question de droit d'auteur. Ils ne peuvent pas être publiées, mais la plupart, là, quand j'ai l'autorisation des auteurs, on les met sur le site de la chaire de recherche en eau potable. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les chlorures, donc ça, ce serait un des effets pervers. En fait, parce que le chlorure, il est censé être mobile dans l'environnement, il est très soluble, mais quand on le retient, que l'eau s'évapore, quand on a un bassin d'évaporation, ben là, il y a un effet pervers. C'est un toxique, en fait, le chlorure, actuellement. Oui, mais une chose qu'on voyait sur le graphique, il y avait on a vu que ça augmente beaucoup, mais la concentration, en tout cas de ceux qu'on a étudiés, n'est pas nécessairement hyper élevée pour la protection de la vie aquatique. Là. Il y a deux choses. On voit vraiment qu'il y a un apport, que ça relargue ou relâche des chlorures, mais les concentrations n'étaient pas non plus complètement démesurées. Ceci étant dit, le bassin qui relâchait le plus, qui le relarguait le plus de chlorure, c'est un bassin assez neuf. Donc, peut-être qu'avec le temps, il va se concentrer de plus en plus. Peut-être. Ou il va arriver peut-être un équilibre aussi. Ça, c'est les prélèvements sont faits en été, hein, c'est ça? Il n'y a pas de prélèvement d'hiver? Non, pas de prélèvement d'hiver. OK. Donc, François Lajoie a rajouté un commentaire. Là, il dit exactement, il faut apprendre à intégrer ces aménagements
dès le développement et autres actions humaines. Effectivement, c'est de plus en plus ce que font les villes, c'est d'améliorer ces bassins-là justement pour intégrer d'autres choses que tout simplement une fonction mécanique ou une fonction hydraulique. C'est important que la population aussi, je pense que c'est important qu'elle sache tous ces services écosystémiques tous les services qui sont apportés parce que dans certains cas, les bassins ne sont pas tellement bien vus. Il y a des citoyens qui n'ont pas le goût d'avoir ça dans leur quartier parce que dans leur tête, c'est rien que des moustiques. Donc, je pense qu'il y a un peu de travail d'éducation à faire là, pour tous ces services écosystémiques. Effectivement. Pascal Angleviel demande si vous obtenez des résultats intéressants pour les bassins végétalisés, est-ce qu'il est prévu dans ce projet de faire des plantations autour de certains bassins? Donc, faire des modifications de bassins? Non, dans ce projet, il n'y a aucune activité là, d'aménager des bassins. On fait seulement suivre ceux qui existent déjà. Ben, c'est ce que aussi, c'était une des volontés des villes qui participent. C'est un projet du Conseil national. C'était de faire un état de la question. Donc, observer ce qui est fait déjà. Donc, elle dit, sinon, c'est un très beau projet. Donc, encore des félicitations. Il y a une chose que tu parlais dans ta diapo là, sur la diversité alpha que j'ai vue. Puis, je me demandais, c'est quoi qui est en abscisse? Parce que je voyais la diversité. Donc, le nombre d'individus, j'imagine, le nombre d'espèces, mais les quadras. OK, les différents quadras, OK. Donc, OK, c'est beau. Je suis pas un habitué. Puis, je voulais savoir aussi, dans le cas de l'indice IDEC, je reviens sur l'indice IDEC, parce que c'est quand même intéressant, ça fait quand même, ça fait partie de tes projets dans le passé, puis ça va en faire partie dans le futur aussi. Le temps d'adaptation, ça veut dire que si moi, je travaille dans une ville, on modifie un bassin de rétention pour l'améliorer, combien de temps que ça va prendre pour qu'il y ait une modification de l'IDEC? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est rapide comme adaptation? Oui, c'est rapide. Oui, c'est rapide. Oui, c'est connu dans le sens qu'on a déjà fait des études pour voir la vitesse à laquelle l'IDEC pouvait répondre. Ça dépend. La réponse, c'est ça dépend du type de milieu dans lequel tu travailles. Si tu es dans un milieu qui est déjà perturbé, ça prend un peu plus de temps avant de voir une réponse, mais c'est quand même rapide. Dans la modélisation qu'on avait faite, c'était autour de 5 semaines. Par contre, si tu es dans un milieu qui est propre, qui est très peu perturbé, ça répond encore plus vite. Là. Mais c'est sûr que ça répond vite. Donc, ce serait envisageable que si on avait une étude à faire, une étude scientifique, une amélioration ou une modification d'un bassin, on serait capable d'ajuster une modification en fonction de l'IDEC, de dire on fait une modification, on regarde l'effet au bout de 5 semaines. Donc, à l'intérieur d'une saison, on serait capable de faire quelques modifications pour voir un effet sur la biodiversité. Oui, mais je pense que en faisant ça avec juste un bassin, tu vas avoir quand même pas mal de variabilité. Là, mais oui. l'autre chose, c'est que l'indice IDEC a été modélisé pour fonctionner plus vers la fin de l'été. Donc, tu ne peux pas commencer à modifier quelque chose en avril puis essayer l'IDEC en mai parce que les espèces qui se retrouvent dans l'eau froide à ce moment-là, ils ne font pas partie de l'indice. Okay. Je pense qu'à partir de là, ça commence à avoir on peut commencer à utiliser l'indice. Ouais. OK. Donc, ce serait sur plusieurs bassins et peut-être sur quelques années, en fait. Moi, je pense pour avoir une réponse claire, là, parce qu'avec juste un bassin. Oui, c'est beau. Parfait. Donc, on a pas mal terminé les questions. Là. Je ne vois pas d'autres personnes qui apparaissent dans notre fil. Donc, il va me rester à te remercier pour ta généreuse participation, ta disponibilité à cette conférence-là. Donc, il me reste aussi en conclusion vous dire que je vous invite pour la prochaine visioconférence qui aura lieu le 31 mars prochain à midi et qui sera donnée par Chantal Quintin du groupe Ouranos. Le titre de sa conférence va être « Vers une meilleure compréhension des effets des changements climatiques sur les sources d'eau potable aux fleuves des villes de Québec et de Lévis en regard de la salinité ». Donc, c'est un projet qui a été fait en collaboration aux villes de Québec, Ville de Lévis et la communauté métropolitaine de Québec. Donc, je te remercie encore une dernière fois. Merci beaucoup à tous les participants et participantes à cette visioconférence. Puis, n'oubliez pas, donc, mercredi prochain, on revient au mercredi, parce que normalement, c'est le mercredi, c'est une exception aujourd'hui. Donc, mercredi prochain,
le 31 mars. Merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Merci. À la prochaine. Il faudrait aller prendre un café à un moment donné, virtuel, ensemble. Oui, mais là, t'aurais-tu 2 minutes? J'aurais une question à te poser. Oui, oui, oui. Parfait. Oui. Je pense que tu peux arrêter ton enregistrement. Oui.